Chapitre 20 sur les espaces vectoriels de dimension finie. On était dans le grand 2, existence de base. Je vous rappelle le théorème qu'on a énoncé et démontré hier. On avait un espace vectoriel, on avait L une famille libre de cet espace vectoriel, G une famille génératrice finie de cet espace vectoriel avec L inclus dans G. Et le théorème dit qu'on peut construire une base B comprise au sens de l'inclusion entre L et G. Je vous rappelle les grandes lignes de cette démonstration. C'est qu'on a considéré toutes les familles F qui vérifiaient trois propriétés qui étaient d'une part libres, ensuite qui vérifiaient cette double inclusion, L inclus dans F inclus dans G, et qui en plus étaient de cardinal maximal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi toutes les familles qui sont libres et qui vérifient L inclus dans F inclus dans G, on a considéré celle qui avait le plus grand nombre d'éléments. Elle n'est pas unique, mais on en considère une qui contienne le plus grand nombre possible d'éléments, tout en étant à la fois libre et vérifiant ces deux inclusions. Et on a démontré qu'alors, automatiquement, c'était une base. De ce théorème, on va en déduire un certain nombre de corollaires. Le corollaire 1, théorème de la base extraite, soit E un espace vectoriel. De toute famille génératrice finie de E, on peut extraire au moins une base. Donc on considère G une famille génératrice finie de E. Pour pouvoir appliquer le théorème 1, évidemment, on a besoin d'une famille libre L, telle que L soit inclus dans G. Pour ce faire, il suffit de considérer la famille vide. La famille vide, évidemment, elle est bien contenue dans G et elle est libre, puisque on a déjà démontré que pour qu'une famille soit liée, c'est équivalent à dire que au moins l'un de ces vecteurs peut s'écrire comme combinaison linéaire de tous les autres, et ça, évidemment, ne peut pas se produire avec la famille vide, étant donné qu'elle ne contient aucun vecteur. Donc aucun de ces vecteurs ne pourra s'écrire comme combinaison linéaire de tous les autres. Du coup, cette famille est bien libre et vérifie L inclus dans G. Du coup, d'après le théorème 1, il existe bien une base B qui soit contenue, qui soit comprise entre L et G, au sens de l'inclusion. Donc en tout cas, évidemment, cette inclusion-là, L inclus dans B, n'a aucun intérêt, mais en tout cas, l'inclusion B inclus dans G est bien vérifiée, et c'est ça qu'on voulait. Un autre corollaire très important qui dit tout simplement qu'un espace vectoriel de dimension finie admet au moins une base. Alors je vous rappelle, c'est quoi un espace vectoriel de dimension finie? C'est écrit ici, par définition, cela signifie qu'il existe une famille génératrice finie, G de E, c'est ça qui est important. Et du coup, je peux appliquer bêtement le corollaire 1 qui disait que de toute famille génératrice finie, on peut tout le temps extraire une base. Donc on le fait, on extrait une base à partir de la famille G, et on obtient une base B de E, c'est terminé. Donc ce corollaire est très important, puisqu'il dit tout simplement qu'à partir du moment où on a un espace vectoriel de dimension finie, on peut toujours considérer une base de cet espace vectoriel, ce qui est particulièrement pratique, puisque notamment les vecteurs seront caractérisés par leurs coordonnées dans cette base. Corollaire 3, théorème de la base incomplète. Donc, dans le corollaire 1, à partir d'une famille génératrice finie, on a extrait une base, et là, à partir d'une famille libre finie, on va la compléter en une base, soit E un espace vectoriel de dimension finie. Toute famille libre finie de E peut être complétée en une base de E. Alors dans la version que je vous ai donnée, j'avais oublié d'écrire fini. Est-ce que c'est important d'écrire fini à ce stade-là du cours? Oui, mais en fait, remarque 3, on verra plus tard dans le cours que dans un espace vectoriel de dimension finie, toute famille libre est nécessairement finie. Donc finalement, ce corollaire 3, un peu plus tard dans le cours, on pourra l'énoncer en omettant de dire que la famille libre est finie, puisqu'à partir du moment où mon espace vectoriel sera de dimension finie, toute famille libre sera finie. Mais c'est ce qu'on verra plus tard. Donc pour l'instant, vous rajoutez que votre famille libre est finie. Démonstration, soit E un espace vectoriel de dimension finie, j'ai écrit la définition, ça veut dire qu'il existe au moins une famille génératrice finie G de E. On prend L une famille libre finie de E comme c'était indiqué, et évidemment, pour pouvoir appliquer le théorème 1, on aurait besoin que L soit inclus dans G. Et évidemment, il n'y a aucune raison que L soit inclus dans G. Et c'est pour ça qu'on peut avoir l'idée de poser G' une nouvelle famille qui soit égale à L union G. Du coup, évidemment, on aura L qui est inclus dans G', L est bien évidemment inclus dans L union G, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de poser G' égale L union G.
Est-ce que G' est encore génératrice? Évidemment, puisque c'est une surfamille de G, et on a déjà vu qu'une surfamille d'une famille génératrice était encore génératrice, donc G' est encore génératrice de E. Il faut aussi vérifier que G' est fini. C'est le cas puisque L et G sont deux familles finies, donc la réunion des deux est encore une famille finie. Et l'inclusion L inclus dans G', elle est évidente et je l'ai déjà dite. Donc, on peut bien appliquer le théorème 1 qui nous assure l'existence d'une base B qui vérifie ces deux inclusions, L inclus dans B inclus dans G'. En tout cas, donc l'inclusion B inclus dans G', évidemment, elle ne m'intéresse pas, mais ce qui m'intéresse, c'est l'inclusion L inclus dans B, qui répond bien à ce qu'on devait faire dans le corollaire 3. Donc, vous comprenez bien que le corollaire 3 s'appelle théorème de la base incomplète. On est parti d'une famille libre finie, on l'a complété en une base. Le corollaire 1 s'appelait théorème de la base extraite. On est parti d'une famille génératrice finie, on en a extrait une base. Exercice 2, où je vous demandais de considérer cette famille-là et de la compléter en une base de K2 crochet X. Bon, alors on aurait pu effectivement commencer par démontrer que cette famille est une famille libre. Sinon, évidemment, c'est impossible de la compléter en une base, puisque si elle est liée, quand je la compléterai, c'est-à-dire quand je construirai une surfamille, cette surfamille automatiquement sera liée. Donc on aurait pu commencer par démontrer que cette famille est libre, on peut l'admettre. De toute façon, on va le démontrer au final dans cet exercice. Évidemment, ici, il faut réfléchir, il faut reconnaître ici qu'on va appliquer la formule de Taylor pour les polynômes. Je vous la rappelle, pour tout P dans Kn crochet X, P s'écrit sigma, donc un scalaire, ça c'est un scalaire, fois x moins alpha puissance k. Évidemment, ici, ça va avoir un intérêt si je l'utilise avec n égale 2 pour avoir des polynômes de K2 crochet X, et si je l'utilise avec alpha égale 1 pour faire intervenir des x moins 1, comme c'est écrit dans l'énoncé. Et j'obtiens du coup que tout polynôme P de K2 crochet X s'écrit un scalaire plus un scalaire fois x moins 1 plus un autre scalaire fois x moins 1 au carré. Là, on a exactement démontré quoi? On a exactement démontré que la famille 1 x moins 1 x moins 1 au carré est une famille génératrice de K2 crochet X. Il reste à démontrer qu'elle est libre. Du coup, si je démontre qu'elle est libre, évidemment, j'aurais également démontré que la famille qui était dans l'énoncé, la famille x moins 1 au carré, sera libre aussi, puisque si je démontre que cette famille de 3 vecteurs est libre, on sait que toute sous-famille d'une famille libre est encore libre, donc j'aurai bien que cette famille constituée de ces deux vecteurs-là sera libre. Donc pour démontrer qu'une famille est libre, on a vu ça en TD, on prend trois scalaires, lambda 1 fois 1, lambda 2 fois le deuxième vecteur, plus lambda 3 fois le troisième vecteur. Je suppose que ça c'est nul. J'ai écrit ce que ça voulait dire en développant et en réduisant. Là, c'est le terme constant, le terme en facteur de x, le terme en facteur de x carré. Ça doit être égal au polynôme nul. Évidemment, un polynôme est nul si et seulement si chacun de ses scalaires, de ses coefficients est nul. Donc j'obtiens un système de trois équations à trois inconnus. J'ai bien trois inconnus, lambda 1, lambda 2, lambda 3, et j'ai trois équations puisque j'ai trois coefficients qui doivent être nuls. Ce système est très facile à résoudre puisque la dernière équation nous donne déjà que lambda 3 est nul, la deuxième du coup nous donne que lambda 2 est nul, et la première nous donne du coup que lambda 1 est nul. Donc la seule manière de faire, c'est que les trois scalaires soient nuls, ce qui est exactement la définition d'une famille libre. Donc du coup, elle est génératrice et elle est libre. Elle est génératrice de K2 crochet X et elle est libre, donc c'est une base de K2 crochet X. On a répondu exactement à l'exercice. Comme ici, à chaque fois qu'on aura une famille de polynômes non nuls et tous de degrés différents, ici ils étaient de degrés respectivement 0, 1 et 2, on pourra alors en déduire que la famille est libre pour exactement les mêmes raisons. Vous comprenez bien que j'aurai un système et à chaque fois de proche en proche, j'obtiendrai que les scalaires sont nuls. On parle alors d'une famille échelonnée en degrés. Une autre manière de faire pour démontrer que cette famille est libre, on aurait également pu appliquer la proposition 15 du chapitre 15 que j'ai rappelé au tout début, c'est-à-dire à la page 1 de ce chapitre.